Bonjour tout le monde et bienvenue à Entre deux traites. Alain Lemieux, encore bien heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, à Entre deux traites, un sujet estival avec la chaleur des derniers jours. C'est ça, les cultures, tout ça. On va en parler justement. Des, on se disait que ce sujet-là serait pertinent. J'ai nommé les pâturages. Donc, production laitière, pâturage, tout ça. On trouvait que au podcast, ça serait intéressant d'en parler. Aujourd'hui, au podcast, on a un sujet estival. Avec l'été qui bat son plein, on s'est dit que ça serait intéressant d'en parler. Donc, on va parler des pâturages. Notre invité d'aujourd'hui, qui va nous parler de ça, est pour moi une référence en la matière. Il va vous donner des trucs, des conseils pour améliorer vos pratiques, pour ceux qui fonctionnent déjà en pâturage, ou peut-être convaincre ceux qui hésitent à s'y lancer. Sur la ferme chez moi, nous sommes en pâturage depuis 2015. Comme nous sommes en production biologique, le cahier de charge l'impose pour que les vaches aillent pâturer. Mais attention, la pratique du pâturage n'est pas exclusive au bio. Le producteur en régime conventionnel peut aussi faire du pâturage. Notre invité aujourd'hui est un expert en production laitière biologique. Après ses études en agriculture à l'Université McGill en 1989, il a acquis plusieurs années d'expérience sur le terrain auprès de producteurs laitiers bio avant de devenir conseiller au sein d'un club d'encadrement technique en agriculture biologique. En 2004, il devient chargé de cours en production animale au campus d'Alfred de l'Université de Guelph en Ontario. Il a contribué de façon significative au démarrage du Centre de recherche en production laitière biologique et devient, en 2005, gérant de la ferme du campus d'Alfred et responsable de la transition à l'agriculture biologique. Il s'est joint à l'équipe de l'innovation et développement de Lactanet en 2010 à titre d'expert en production laitière bio. Il est responsable de différents projets d'innovation technologique en production laitière biologique et du soutien technique pour l'équipe des conseillers en production laitière bio. François Labelle, bienvenue à Entre deux traites. Merci, bonjour. Écoute, François, on s'est connus parce que moi aussi, j'ai eu affaire à te rencontrer dans mes débuts en production laitière biologique. J'ai vécu avec toi, c'est toi qui l'as donné la formation, en fait, une initiation à la production laitière bio, puis c'est ça, en fait, moi, qui m'a convaincu de me lancer en production laitière biologique parce que je vais t'avouer que la section pâturage me faisait peur. Et puis, après la formation que j'ai vécue avec toi, j'étais vraiment prêt. Ouais, Donc, c'est souvent le cas, hein. Les pâturages, c'est de moins en moins connu. Puis les gens, ils voient ça comme un gros monstre là qui savent pas par quel bout prendre. Donc c'est ça qu'on va essayer de ben oui, faire. c'est ça. Puis comme t'as beaucoup de talent pour expliquer et puis démystifier les choses en matière de pâturage, je suis très confiant que les gens qui vont nous écouter ou qui vont écouter le podcast vont sûrement prendre bonne note de tous les conseils et trucs que tu vas nous dire aujourd'hui. Euh, François, parle-nous de l'importance des pâturages pour les fermes laitières d'aujourd'hui. Ben oui, tu sais, on le sait. Il n'y a pas beaucoup de fermes laitières qui envoient leurs animaux au pâturage. Il y a les fermes bio, il y en a quand même un petit pourcentage de fermes conventionnelles qui le font aussi, mais c'est vraiment pas généralisé. Fait qu'il faut toujours ramener ça en fait à dire OK, qu'est-ce que ça amène comme avantage vraiment de faire du pâturage. Fait qu'au niveau recherche, quand on regarde là, en termes de littérature scientifique, qu'est-ce qui a été dit là-dessus, ce qui ressort systématiquement, c'est vraiment le côté bien-être animal. Donc, tous les avantages, les bénéfices qu'on peut avoir de ce côté-là. Fait que bon, c'est sûr le fait de donner de l'exercice aux animaux, mais toutes en termes de santé, par exemple, la diminution des boiteries, des mammites, moins de difficultés de vêlage,
baisse de mortalité en général. Ça, c'est reconnu là, un peu partout à travers le monde, comme quoi le pâturage amène ces avantages-là. Puis aussi, l'autre côté, c'est vraiment le point de vue plus alimentation des animaux. Donc, une réduction des coûts, en fait, au niveau de l'alimentation, parce que, bon, c'est normal, c'est la vache qui fait tout le travail. On n'a pas de machinerie qui sont impliquées ou très peu. Tout ce qui est frais vétérinaires en général, frais de main-d'œuvre aussi, à cause que cette pratique-là demande, en fait, moins juste pour alimenter les animaux, tout simplement, ça demande moins de temps finalement. Donc, ça aussi, c'est assez reconnu là, comme avantage, comme bienfait en fait là, du pâturage. En effet, François, j'adhère à 100% à tout ce que tu dis parce que ça, en étant en régie de pâturage depuis 2015 chez nous, ben, j'ai pu observer justement au niveau tu sais, des opérations, travail avec le troupeau, c'est beaucoup plus réduit en été quand on a la chance de les envoyer au pâturage parce que justement, comme tu l'as dit, les vaches font tout le travail pour nous. Oui, puis c'est pas rare que les producteurs, le premier commentaire qu'ils nous font, c'est j'ai hâte à l'été parce que je suis débarrassé de certains ouvrages. Il y en a d'autres, c'est sûr. On le sait, l'été, c'est tout le temps occupé, mais justement, ça donne du temps pour faire autre chose. Oui, c'est mon cas aussi. Est-ce que, mettons, les erreurs les plus courantes ou même des fausses croyances par rapport au pâturage là-dessus, Ouais, est-ce que t'en as? ouais, il y en a. La liste est assez longue. Puis en fait, moi, je résume ça toujours en disant, faut pas voir le pâturage comme quelque chose que, bon, on ouvre les portes, puis paf, on leur donne un grand champ, puis on n'a plus rien à gérer, on n'a plus rien à faire. Ça se règle tout seul. Puis ça c'est ce qu'on a en tête parce que traditionnellement, c'est ce qu'on faisait. Donc, c'est ça, on donnait un grand champ, puis bon, OK, pour un mois ou deux, il y avait quelque chose à manger, les vaches se débrouillaient. Mais pas longtemps après, on se retrouvait finalement avec plus grand-chose qui poussait dans ce champ-là, puis des animaux qui finalement qui profitaient pas du pâturage comme ils pourraient. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de voir le pâturage comme comme une culture, comme n'importe quelle culture, en fait. Donc, il faut préparer nos sols, il faut les chauler, il faut avoir des sols qui sont drainés, en bonne condition, en bonne santé. Puis après ça, ben c'est sûr, toute la question de semis, etc., on pourra en reparler en détail, mais tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut gérer, qu'il faut manager, comme on dit, si on veut avoir des résultats au bout du compte. Donc, c'est comme dans n'importe quoi, il faut s'installer comme il faut voir ce qu'on donne. La même chose pour toute la gestion de l'herbe comme telle. Tu peux pas juste penser que les animaux vont se nourrir comme ça sans avoir un certain contrôle sur leurs mouvements à eux. Combien de temps ils vont rester dans telle parcelle, comment on va les déplacer, etc. Fait qu'il y a des installations à mettre en place pour que ça fonctionne bien, quel genre de plante on va utiliser, etc. Donc, c'est vraiment puis après ça, ben, tout le reste suit. Mais il faut se lancer là-dedans en disant que il y a des connaissances à acquérir, justement, de savoir ce qu'on doit mettre en place, puis le faire aussi, bien sûr. Puis après ça, on est embarqué dans quelque chose qui a un bon potentiel. Ben, c'est ça, effectivement, c'est que il y a eu beaucoup d'évolution par rapport à ce qu'on a connu dans le passé. Puis ben c'est ça, tu l'as souligné. Puis c'est ce qui fait que les pâturages, en fait, ça reste tu sais, ça reste, comme tu l'as dit, une culture à part entière. Faut pas que ça soit traité comme un gaspillage de superficie, parce qu'en fait, cette superficie-là va donner le bénéfice de faire du lait, mais de façon très économique. Exact, exact. Hein? Puis on le voit là, tu sais, en termes de quand on met en place une bonne gestion de pâturage, on est capable d'avoir les mêmes genres de rendements qu'on aurait sur une prairie. C'est toujours difficile à comparer parce que on gère de l'herbe qui est très jeune, Oui. mais avec des façons de comparer les choses, on peut atteindre des résultats aussi intéressants que si c'était une prairie ou que si on nourrit nos animaux à l'intérieur dans l'étable, en fait. Là. OK. Puis parlons du côté environnemental.
Oui. Le pâturage, ça a quand même des bienfaits au point de vue environnemental. Parle-nous-en donc un petit peu, François. Ouais, ben, tu sais, le pâturage, c'est une forme de prairie, en fait, là, qui a ses caractéristiques là, spécifiques, mais comme toutes les prairies, sur une ferme, au niveau de la santé des sols, au niveau de tout ce qui est érosion, etc., ben, même pollution des cours d'eau, c'est sûr que plus qu'on a des prairies sur une ferme, plus qu'on a de pâturage, ben, plus que ces effets-là diminuent. On parle beaucoup de tout ce qui est GES et puis séquestration de carbone. Ben, les pâturages, ça va séquestrer du carbone, c'est certain. Alors, encore une fois, du moment qu'on a une gestion puis qu'on a des rendements qui sont intéressants. Puis la différence en fait avec les prairies, c'est au niveau de biodiversité. Donc, quand on a des animaux qui sont à l'extérieur, ben, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a du fumier qui tombe sur de l'herbe, ça attire les insectes attirent des oiseaux, etc., etc. Fait que vous voyez la chaîne là, qui peut commencer juste là. Fait qu'on a toutes sortes, une vie là, qui est très, très foisonnante là, autour des pâturages. Puis ça aussi, ça a été recherché. Il y a de la documentation là-dessus. Le pâturage, quand on regarde au niveau biodiversité, c'est la culture ou l'endroit sur la ferme où tu vas avoir la plus grande biodiversité parce que le fait d'avoir des animaux là, ça vient complètement changer le petit écosystème, si on veut, qu'on a sur place. Donc ça, c'est évident au niveau biodiversité. Après ça, le fait de gérer du fumier, en fait, on se trouve à gérer du fumier solide dans un sens. Donc, le fumier est déposé par les vaches là, sur le pâturage. C'est pas dans une fosse en anaérobie. Donc, tout ça, ça crée moins de GS. Le fumier solide, c'est clair et net que en termes de relâchement de méthane, il y en a beaucoup moins ou très peu. Puis après ça, ben, en général, ben, c'est ça, on se trouve avec une culture qui est vraiment, qui nous donne beaucoup plus de résilience au niveau changement climatique. Euh, c'est, là, on revient à des qualités qu'on peut avoir dans une prairie, là. Le fait d'avoir des plantes qui couvrent le sol à l'année longue, qui vont augmenter la matière organique du sol, la santé du sol, etc. Donc, tout ça fait que qu'on ait des sécheresses ou même des inondations, ben, on peut plus tamponner avec une prairie ou un pâturage comme ça, en fait. OK. Ben, c'est sûr que hein, le pâturage a des avantages indéniables point de vue de la biodiversité. J'ai pu l'observer moi aussi chez nous. Oui, on le voit. Euh, On le voit facilement. oui. Euh, il y a un mot qui sort beaucoup depuis le début de l'entrevue, c'est le mot gestion. Donc, Mhm. on peut dire que c'est pas une mince affaire. Donc, quand on parle de gestion, donc c'est sûr faut y voir pour que ça soit productif, pour que ça soit profitable pour le troupeau, et puis que tu sais qu'on apprécie la saison des pâturages. Et il y a des appellations en fait qui sont arrivées justement avec l'évolution du pâturage, qui est le pâturage rotatif ou tournant dynamique. Tu peux-tu expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que c'est concrètement? Ouais, ouais, puis c'est vrai il y a plusieurs termes. Moi, j'utilise souvent le pâturage en bande. Puis c'est ça, je veux pas rentrer nécessairement dans toutes les définitions là, de chaque terme, mais en réalité, ce qu'on veut avoir comme effet dans notre système de pâturage, on veut contrôler où les animaux vont être situés, puis surtout combien de temps ils vont y passer. Donc, le fait d'avoir un pâturage en rotation, le terme rotation le dit, hein, on va avoir finalement nos animaux qui vont faire une rotation sur les différentes parcelles. Pâturage en bande, c'est basé sur ça, mais en fait, c'est que chaque parcelle, on va la subdiviser en plus petites bandes en réalité. Puis l'idée, c'est toujours d'arriver avec, pour des vaches en lactation, bon, qui ont minimum, en tout cas en général, 2 traites par jour. Robot de traite, on peut en avoir plus. Ben, on va essayer de jumeler notre rotation de pâturage, nos bandes avec le système de traite qu'on a. Donc, si on a 2 traites par jour, ben, idéalement, il faut avoir 2 bandes par jour. Parce que l'idée, faut rentrer dans la tête des vaches, en fait, que chaque fois qu'elles vont se faire traire, puis ensuite, ils retournent au pâturage, ben, ils vont avoir quelque chose d'intéressant pour eux. Ils vont avoir une nouvelle bande. Puis ça rentre assez vite dans leur tête.
de Oui. comprendre, OK, je vais avoir de la nouvelle herbe, du bon stock. Fait que là, wouh, ils s'en vont, puis ils sortent, ils ont hâte d'arriver au pâturage. Une fois qu'ils ont fait le tour de leur parcelle, là, OK, bon, il y a moins, ils ont pris ce qui était le meilleur finalement. Le stock qui reste est moins intéressant. Ben là, ils vont être prêts à revenir à l'étable pour, euh, pour se faire traire à nouveau. Souvent, on les alimente, on complète l'alimentation dans l'étable, puis on va recommencer ça à la deuxième traite. Puis c'est le même principe qu'on va faire pour les robots de traite. Là, la différence, c'est que c'est les animaux qui choisissent vraiment à quel moment ils sortent, etc. Donc, c'est encore plus important d'avoir un système en bande comme ça, parce que là, on veut qu'ils associent. Bon, avec un système de traite, c'est nous autres qui les oblige à se faire traire, mais le robot de traite, c'est la vache qui décide. Puis là, quand elle met tout ça ensemble, de dire, ah, chaque fois que je me fais traire, j'ai une nouvelle bande, ben là, ça renforce le système de pâturage et aussi ça augmente le nombre de traites au robot de traite, en fait. Donc, c'est les deux dans le système de robot de traite, c'est comme incontournable. Faut aller avec un système en bande. Puis ça fonctionne aussi très bien avec les autres systèmes. Fait que ça, c'est le principe général, là, je dirais. Après ça, ben, c'est sûr que toutes les installations qu'il faut mettre en place pour envoyer les animaux à l'extérieur, fait que oui, ça prend de la clôture électrique. Ça nous prend un chemin d'accès. Les vaches, moi, je dis toujours, ça nous prend une autoroute, en fait, là, pour que les animaux s'en aillent à la parcelle où on veut. Puis Oui. cette autoroute-là, faut qu'elle fonctionne jour et nuit, peu importe le jour de la saison, qu'il y ait eu 2 tonnes d'eau ou pas du tout. Faut que le chemin il soit solide puis qu'il permette d'aller où on veut sur la ferme pour justement s'adapter aux conditions climatiques ou à la quantité d'herbe que dans chaque parcelle. Puis c'est sûr, il faut donner de l'eau, il faut donner de l'abreuvement aux vaches au pâturage. Donc, il y a tout un système d'abreuvement là, à mettre en place. Euh, la gestion, on le sait, là, ces temps-ci, là, les journées chaudes et humides, la gestion du stress thermique, bon, ben, il faut le prévoir. Est-ce qu'on va, est-ce qu'on implante des brise-vents, par exemple, dans nos pâturages, dans nos parcelles pour donner de l'ombre aux animaux, ou est-ce on va travailler plus jour et nuit, c'est-à-dire le jour, ces journées-là, les vaches sont dans l'étable le jour et puis sortent seulement la nuit. Donc, il faut avoir une stratégie pour vraiment s'assurer que les vaches souffrent pas de stress thermique. Mais tout ça, en fait, c'est ça le système là qu'il faut mettre en place, puis qui après ça, faut gérer aussi comme il faut à chaque jour. Là. Il y a des décisions qu'on doit prendre à chaque jour là, pour s'adapter aux conditions qui changent, hein, conditions climatiques, quantité d'herbe, etc. Tout ça, ça varie pendant la saison puis d'une année à l'autre. C'est ce qui fait que justement le pâturage est une culture à part entière parce qu'en fait, ça dépend de la météo comme toutes les autres cultures. Donc c'est juste que là, l'appareil de récolte, c'est une vache. Oui, puis c'est ça. Il faut vraiment comprendre comment la vache sélectionne son herbe, puis s'adapter à son fonctionnement à elle. Là, ça, c'est primordial. OK. Puis là, tu me parles de pâturage en bande. Il y a, c'est ça, on parle de chemin d'accès, tout ça, l'abreuvement. Bon, tu parlais, puis j'ai dit, j'ai posé la question sur l'abreuvement. Euh, Dans tes recommandations, là, euh, la distance qu'une vache doit parcourir pour aller boire, c'est quoi au maximum? Ouais. Ouais, ben ça, il faut comprendre. Encore une fois, tout le monde qui travaille des vaches comprend ça. Une vache, ça va se déplacer près. Donc, si on a un abreuvoir qui est très près d'elle, la vache va y aller seule. Elle n'aura pas de problème à se déplacer parce que le troupeau est pas trop loin. Puis, fait qu'il y a toujours cet effet-là là, les vaches, c'est des animaux grégaires là, qui veulent rester avec le troupeau. Donc, c'est ça l'importance d'avoir un abreuvoir proche. Si l'abreuvoir est loin, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, en fait, la vache ira pas tout seul. Elle va attendre que la leader décide d'aller boire. Puis ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est tout le troupeau au complet qui va se déplacer. Puis là, ben, on a besoin d'avoir un gros réservoir parce que, justement, toute la gang s'en vient, là. Fait que Ouais. c'est ça le catch-22, comme on dit, là. Donc, de comprendre ce système-là. Fait que quand on approche nos abreuvoirs, ça nous permet d'avoir des petits abreuvoirs
Puis en autant qu'on a un bon débit finalement dans notre système d'abreuvement, on n'a pas besoin d'avoir un bain. Là. Même un bain, c'est trop grand même pour un troupeau de 100 vaches. On a juste besoin d'avoir un fond de baril finalement avec un bon débit. Mais parce que justement, on va avoir juste une vache ou deux qui vont aller boire à la fois, puis ils vont aller boire dès qu'ils ont soif. Ça c'est l'autre importance. Donc, la distance, on parle toujours concrètement, on dit toujours il faudrait avoir un point d'eau au minimum à 200 mètres d'où les vaches vont être situées. Donc, dans une parcelle. Fait que si ta vache est, faut voir là, la distance, dépendant comment la parcelle est faite, là, puis un peu comment on peut calculer cette distance-là. Mais ça, c'est vraiment le minimum à avoir parce que si on dépasse ça, ben là, on a cet effet-là, que c'est le troupeau qui se déplace, puis là, on vient de perdre, en fait, on a des vaches qui boivent pas autant d'eau qu'ils devraient, puis comme on le sait, du lait, c'est fait avec de l'eau, fait que Effectivement. ça a un impact sur la production. Puis aussi, on a un impact sur la quantité d'herbe que les animaux vont manger. S'ils doivent se déplacer à l'autre bout pour prendre de l'eau, ils reviendront pas dans la parcelle pour le pâturage. Ils vont rester là, à côté du point d'eau. Puis qu'est-ce qu'on se retrouve? Ben, on se retrouve avec un trou, un trou de boue, avec qui, au fil des mois et des années, s'accumule beaucoup de fumier. Les vaches se couchent là. Là, on vient de créer un problème, en fait. Oui. On utilise mal nos ressources, puis en plus, on met nos vaches dans une mauvaise situation, dans un milieu humide. On va se créer des problèmes de boiterie, des problèmes de mammites, etc. Donc, pourquoi on veut un système en bande? On déplace nos bandes d'herbe. On veut déplacer notre point d'eau avec cette bande-là pour justement ne pas créer des sites comme ça de camping que j'appelle là, vaches. Puis justement, on n'aura pas de trous de boîte partout dans notre pâturage. L'herbe va pousser égale partout, puis le fumier va être réparti aussi partout. Fait que tout ça fait que, oui, l'eau, c'est un point bien important. Comment on gère l'eau, en effet. C'est primordial. Oui. Euh, Sinon, on va parler aussi du fourrage. Donc, la vache, elle a passé dans la bande de parcelles. Après ça, on ferme cet accès-là pour laisser une nouvelle bande. Hum. Euh, Mettons, la repousse, comment, c'est quoi la meilleure hauteur de repousse pour permettre un nouveau passage? Ouais. Ouais, ben tu vois, on va en gros, une façon encore là, de gérer les pâturages, c'est toujours d'essayer de subdiviser tout notre grand pâturage en plusieurs parcelles. Donc, Oui, puis des parcelles, on va les adapter, c'est sûr, à la grandeur du troupeau. Mais une règle de pouce un peu, c'est s'assurer que les parcelles qu'on fait, ils durent pas plus que 4 jours au maximum. Que les vaches aient fait le tour là, de cette parcelle-là. Donc, ça va être une grande parcelle qu'on va subdiviser en bandes, là, mettons oui, 2 bandes par jour. Fait qu'on va faire, au total, si on fait 4 jours dans cette parcelle-là, ben, on va avoir eu 8 bandes, en fait. Fait que c'est juste un fil avant qu'on déplace d'une fois à l'autre. Puis les vaches, bon, vont aller toujours vers la parcelle la plus neuve, en fait, où il y a de la nouvelle herbe. Puis pourquoi on parle de 4 jours, c'est que justement, notre première bande que les animaux vont avoir brouté, elle va avoir un regain. Là. Puis après 4 jours, tout dépendant du type d'herbe qu'on a, de type de plante, en général, il y a un regain qui commence. Puis qu'est-ce qui se passe, c'est que si on attend un peu plus longtemps que ça, ben les vaches, en fait, quand ils vont arriver dans la parcelle, au lieu d'aller au fond, vers les dernières bandes, ils vont dire, ben non, moi, je veux manger celle-là en avant qui vient de repousser, c'est bien meilleur, c'est bien plus tendre. Puis là, on a du surpâturage, en fait, quand on est dans cette situation-là. Fait que c'est pour ça qu'on veut s'assurer de gérer nos parcelles avec des bandes et puis de changer de grandes parcelles une fois qu'on a terminé pour laisser un temps de repos aux plantes. L'idée, c'est vraiment on veut que les plantes, comme dans une prairie, hein, on fauche pas à toutes les semaines dans une prairie, on laisse la prairie pousser au stade qu'on veut avoir. Ben, dans un pâturage, on veut avoir un stade là, en gros à 25 cm en moyenne de oui. hauteur quand on le regarde visuellement. Fait que pour avoir ça, ben, il faut laisser 15 jours, un mois,
tout dépendant la plante, tout dépendant du temps de l'année où est-ce qu'on Oui, est. Au printemps, ça pousse beaucoup plus vite. À l'été, ça peut prendre 40 jours. Ça dépend vraiment de la température, de la pluie qu'on a ou qu'on n'a pas, etc. Donc, il faut laisser le temps à cette plante-là de revenir à notre 25 centimètres avant de renvoyer les vaches sur la parcelle. Puis ça, c'est vraiment on peut pas parler de nombre de jours parce que c'est variable selon les plantes puis selon la selon météo. l'époque de la saison. Mhm. Exact, c'est ça. Ben, tu sais, en fait, anciennement, on était comme un peu en pâturage en continu. Exact. Puis ça, ben, en fait, t'as soulevé un mot tout à l'heure qui est Oui, surpâturage. En fait, cette mode un peu ancien de production de pâturage, ça permettait beaucoup la surpâture en vrai. c'est ça. Exactement. On avait, comme je disais tantôt, tu sais, peut-être le premier mois, si on était chanceux, les 2 premiers mois, nos vaches avaient assez d'herbe puis faisaient plus ou moins de surpâturage. Mais plus ça avance, plus quand on laisse une grande parcelle, tu sais, on a 50 vaches, on leur donne 50 heures. Ben, après un mois ou deux, veut pas, les vaches, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est comme je disais tantôt, ils iront pas manger l'herbe là, qui est rendue à 1 mètre de haut. Là. C'est trop mature pour eux, c'est pas intéressant. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont brouter l'herbe où ils ont déjà brouté, qui elle est jeune, elle a quelques centimètres, 10, 15 centimètres. C'est ça qu'ils vont aller manger. Puis plus ça va, plus on avance dans l'été, plus le pâturage diminue en réalité parce qu'on a plein de refus partout, que les vaches toucheront plus. Fait après un certain temps, c'est peut-être 50%, 75% éventuellement du pâturage que les vaches veulent pas aller voir parce que c'est trop mature. Puis là, ben, ils se concentrent toujours au même endroit. Puis là, ben, c'est du surpâturage d'une fois à Et l'autre. est-ce que le surpâturage épuise les plantes? Oui, c'est clair et net. On va avoir des sections qui sont complètement vidées finalement parce que la plante elle a même pas le temps de refaire ses réserves en faisant de la photosynthèse qu'elle est déjà coupée. Puis c'est ce qui fait que traditionnellement, pourquoi on a arrêté de pâturer, en fait, c'était une bonne décision dans un sens de ne pas continuer avec un système de pâturage en continu. Dans nos conditions à nous, au Québec, au Canada, c'est pas une bonne approche. Si tu vas en Europe, moi j'ai visité en Normandie ou même en Angleterre, ben ils travaillent avec dur et grasse. Il pleut à tous les 2 jours, ça c'est systématique en tout cas jusqu'à maintenant. Chaque été c'est comme ça. Ben l'herbe pousse aussi vite que les vaches la mangent. Donc là, on peut avoir des systèmes en continu parce que finalement, on a une production d'herbe qui est à peu près souvent à même quantité que les vaches vont manger. Ici, on a des croissances d'herbe énormes au printemps. On a des pics, là, c'est en kilos, on dit en 100 kilos, ça va jusqu'à 100 kilos de matière sèche par jour à l'hectare. Puis, rendu à l'été, on tombe à moitié, puis des fois moins que ça. Donc, on se retrouve là à devoir s'ajuster. Nous, on n'a pas 2 fois moins de vaches rendues à l'été. Là. Fait qu'on a toujours le même troupeau à nourrir. Mais là, il faut gérer en termes de surface, puis comment justement éviter de surpâturer, sélectionner vraiment chacune des parcelles. Puis c'est sûr que rendu à l'été, veut pas, en général, on a besoin de plus grands pâturages parce que la croissance d'herbe est diminuée en général de moitié. Donc, au printemps, on va avoir besoin, supposons, de 6 parcelles, si on veut, pour notre troupeau. Ça va être adapté, ça va fournir la quantité d'herbe qu'on veut quand c'est bien ajusté. Mais le même troupeau rendu à l'été, ben, il va avoir besoin probablement de 8, 10, 12 parcelles, tout dépendant la météo encore une fois, mais la croissance diminue en général. Donc, il faut ajuster. Si on veut garder la même quantité d'herbe dans notre ration, il faut augmenter les surfaces pour cette période-là. Donc, ajuster ça aux besoins régionaux. Tu l'as dit, ailleurs dans le monde, ils utilisent des plantes, mais ils ont une météo différente d'ici, donc c'est tout à fait Exact. normal. C'est Parlons ça. des plantes, justement. Oui. Euh, c'est quoi, là, ton mélange à toi, ton mélange fétiche pour faire du lait? Ouais, ouais. Ben, écoute, il y a pas, comme tout bon, normalement, tout bon agronome ne doit jamais donner de recette exacte. Mais je vais donner quand même des bonnes indications. Tu sais, on a plein de plantes fourragères à choisir. Il faut
choisir des plantes qui sont adaptées au pâturage. Puis c'est quoi ça veut dire ça, une plante adaptée au pâturage? Bien, première des choses, on veut être sûr qu'elle est adaptée à se faire à la paissance, donc à se faire faucher, si on veut, par les vaches souvent. Donc, c'est pas 3 coupes ou 4 coupes par année, là, c'est 5, 6, 7, 8, tout dépendant où on est. Effectivement, oui. Donc, ça, faut la plante soit adaptée à ça. Faut qu'elle soit adaptée à se faire piétiner aussi par les vaches. Je veux pas les sabots et ça peut endommager, puis certaines plantes réagissent moins bien à ça. Puis après ça, on va avoir des plantes qui ont un bon regain l'été, le plus possible. Encore une fois, on a toujours moins de production l'été, mais il y a des plantes qui sont meilleures que d'autres pour avoir des regains l'été. Puis on veut que ça soit appétant aussi. Appétant, c'est dans le sens que la vache veut le manger, que c'est bon au goût. La vache a choisi. On n'a pas le contrôle sur ce qu'elle mange, là, comme dans une étable. Puis on peut pas mélanger sa ration pour faire passer des affaires qu'elle aime moins d'habitude. Fait que là, elle va aller choisir vraiment les meilleures plantes, puis celles qu'elle aime pas, elle va les laisser là. Donc, ça fait partie des choix. Puis qu'est-ce qui répond concrètement à ces critères-là? On a dans les légumineuses, on a le trèfle blanc ladino et puis j'ai juste le terme anglais, Bird's Foot Trefoil, c'est Le lotier? le lotier, c'est ça. Ouais. Donc, le lotier, qui sont les deux légumineuses là, qui sont les plus adaptées à tous ces critères-là que je donnais. Puis, au niveau graminé, ben là, on va parler de brome des prés. Donc, c'est pas le brome inerme qui est le grand brome, c'est vraiment un brome qui est adapté là, au pâturage. Plus bas, là, ouais. Pardon? Qui est plus court un peu, mais Oui, c'est ça. plus fin, là. Ouais. Exact. Puis, Ouais. puis il y a un meilleur regain, justement. Oui. Il est adapté vraiment aux animaux. Donc, brome des prés, dactyle, ça va être aussi une plante qui a un super regain. Excellent. Oui. Le fétuc des prés aussi, qui est peut-être commence à être plus connu. Pas la fétuc élevée, hein, vraiment la fétuc des prés, qui a vraiment, elle aussi, un très bon regain. Puis au niveau sécheresse, ces plantes-là sont beaucoup plus résistantes. Donc oui, ils vont moins produire quand même, mais beaucoup plus que si on avait un mil, par exemple. Hein. Donc, la fléole, c'est une très bonne plante, la fléole. Puis on peut en mettre dans les pâturages, mais juste des petits pourcentages ou dans des parcelles que on va pas pâturer à l'année ou qu'on prendrait par exemple pendant l'été. La comparaison, c'est ça que je fais toujours, c'est entre le mil puis le dactyle, par exemple. Ben, le dactyle, ça pousse très rapidement, ça commence tôt en saison, puis vous le savez, ça va épiller très vite aussi. Donc, c'est ce genre de plante-là qu'on veut avoir dans un pâturage, mais il faut le gérer aussi en conséquence de leur vitesse de croissance. Donc, il faut toujours les avoir à l'œil. C'est souvent des plantes, moi je dis, mettez-les dans vos parcelles près de l'étable, à la sortie de l'étable, que quand vous allez voir vos vaches, quand vous les amenez, vos vaches, vous les ayez toujours à l'œil parce qu'on le sait. Du dactyle, par exemple, t'as une pluie, puis en quelques jours, il va y avoir 3, 4 pouces, 15 centimètres d'herbe d'un coup. Puis s'il est à l'autre bout de la ferme, on va passer tout droit, puis on va arriver trop mature. Donc, c'est des plantes qui maturent vite. Fait qu'il faut pas les laisser aller trop loin. Mais si on travaille à leur vitesse, là, on est capable d'avoir de l'herbe de super qualité, puis qui a un regain. C'est ça qu'on va avoir au pâturage. On ne va pas se retrouver en plein été, comme avec du mil. Dès qu'il fait le moindrement chaud, pouf, il arrête complètement la croissance, il n'y a plus rien du tout. Donc, c'est ça le choix. Puis après ça, ben, il faut toujours, je dirais, un autre critère général, c'est viser à avoir des mélanges multi-espèces qu'on appelle. Ça veut dire pas juste 2 plantes, pas juste une graminée, une légumineuse, mais vraiment deux légumineuses minimum, et puis 3, 4 graminées, qu'on ait 4, 5, 6 plantes dans le mélange. Puis on peut sélectionner certaines qu'on préfère avec plus de quantité, moins de quantité. Mais l'important, c'est d'avoir ce mélange-là multi-espèces qui, lui, va s'adapter à toutes les conditions. Donc, oui, certaines années, un mélange 2 espèces est très bon, mais d'autres années, il plante aussi. C'est le cas de le dire, il fait plus, ou en tout cas, il y a des vraiment bons, moins bons rendements. Un mélange multi-espèces, ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus équilibré puis qui est capable de s'adapter. Certaines années, ça va être certaines plantes qui vont prendre le dessus. D'autres années, c'est d'autres qui sont plus résistantes à la sécheresse ou à l'eau, etc.
Donc, l'idée, puis ça, c'est le même principe, là, prairie ou pâturage, d'avoir un mélange multi-espèces à à long terme, moyen terme, sur plusieurs années, c'est toujours ce qui est le plus gagnant. Excellent. Il y a une pratique qu'on voit sur les gens qui font du pâturage, c'est la fauche des refus. Donc, quand les vaches ont passé, il en reste un petit peu. C'est, Oui, tu sais, comme on dit, mettons le dactyle, par exemple, qui n'a pas été mangé. On n'a pas vraiment envie que le dactyle, il reste là puis qu'il vienne en épiaison parce qu'il ne se fera pas plus manger la prochaine fois. exact. Dis-moi donc ce que tu penses de la fauche des refus. Oui, oui, la fauche, c'est une pratique qui est intéressante, qu'il faut utiliser, mais ce qu'il faut viser, en fait, encore une fois, c'est notre amélioration de gestion de pâturage. Idéalement, on devrait avoir à faucher une fois les refus dans une saison de pâturage, puis ça va être à l'équivalent là, de la première coupe, là, plus ou moins, au printemps. Où est-ce que les plantes, justement, montent en graines? Tu sais, au moment où le dactyle monte en graines, il va le faire seulement à ce moment-là. Puis oui, à ce moment-là, oui, c'est justifié. On fait pâturer nos animaux, on les fait récolter le maximum, puis ensuite on peut passer un coup de faucheuse pour enlever tous ces refus-là qui vont rester là toute l'année si on les fauche pas. Ça va stimuler une nouvelle repousse, puis ça permet aux animaux d'aller pâturer aussi quand même assez bas dans l'herbe. Si on garde des refus trop élevés, ben je veux pas, la vache va toujours brouter plus haut, puis à la fin de la saison, tout ça fait qu'on accumule énormément de refus là, si on fonctionne comme ça. Fait il faut, dès le printemps, il faut comme faire le ménage, je dirais, à ce niveau-là. Puis après ça, normalement, si on a une bonne gestion de pâturage, on contrôle justement nos moments où on entre dans les parcelles à la bonne hauteur. Et on sort pas trop tard non plus, qu'il faut laisser quand même une bonne repousse, là. On veut pas raser complètement. On veut avoir au moins 4-5 pouces là, d'herbe qui reste. Idéalement, si on parle en pouces, là, on va aller, bon, disons, en 12 pouces de hauteur d'herbe, on veut laisser 4-5-6 pouces là, Oui. dans ces hauteurs-là. 30 centimètres, ben, on va tomber à 14-15 centimètres, quelque chose comme ça. Donc, c'est un peu l'idée. Fait que la fauche de refus, s'il faut la refaire à chaque passage, là, il y a quelque chose qui marche pas dans notre système. Ça veut Pour dire que, améliorer notre gestion. ouais, il faut voir pourquoi on a tant de refus que ça. Est-ce qu'on donne trop d'herbe, trop grand à nos vaches, ou est-ce que l'herbe est trop mature quand on leur donne? Mhm. Bon, il y a toutes sortes de raisons là, qui peuvent amener ça. Mais un bon indice, c'est ça, c'est de limiter vraiment nos fauches de refus au printemps. Puis ensuite, normalement, on devrait pas en avoir besoin. C'est justement au moment où la repousse est le plus rapide que là, on a besoin de le faire, mais quand c'est bien géré, normalement, on n'a pas besoin de passer. Exact. Puis en général, ces plantes-là viennent plus à épiaison, c'est juste de la feuille. Mhm. Donc, en général, la croissance est plus lente, donc on se fait moins dépasser, puis c'est plus facile à gérer. Le printemps, c'est toujours pas évident, là. Bon, ben très bien, François. On va continuer d'explorer tout ça en profondeur après le message de notre commanditaire, les producteurs laitiers du Canada. Restez là. Nous, les producteurs laitiers canadiens, on s'engage à suivre ProAction, notre programme national d'assurance de la qualité comprenant 6 volets. Le volet qualité du lait, par exemple, veille au respect de normes élevées en production laitière. Le volet salubrité des aliments garantit entre autres que notre lait respecte 42 exigences. Et il y a le volet bien-être animal qui assure le bien-être de nos vaches. ProAction redéfinit les normes d'excellence. Voilà ce qu'on retrouve derrière le logo de la vache bleue, les producteurs laitiers du Canada. On est de retour à Entre deux traites avec François Ladelle, expert en production laitière biologique chez Lactanet. Bon, François, il y a des outils que Lactanet a développés ou peuvent fournir à leurs clients pour la gestion de pâturage. Parle-nous-en un peu, s'il te Oui. plaît. Oui. Ben, en fait, il y a comme depuis plusieurs années, on a regardé justement un peu ce qui existait là,
travers le monde. Puis en réalité, on s'est dit, on n'a pas besoin de développer des outils. Il y a des outils qui existent ailleurs. Puis on n'a pas besoin de réinventer la roue. Il suffit de voir s'ils sont adaptés à ce qu'on veut faire. Puis c'est ce qu'on a trouvé. Donc le premier outil qu'on utilise depuis quelques années maintenant, c'est une application qui s'appelle HappyGrass. Donc, comme le nom le dit, ça vient de la France. Donc, c'est un logiciel vraiment qui a été développé en France avec les chercheurs avec qui j'ai travaillé, que j'ai beaucoup appris, Luc Delaby, entre autres, qui est à l'INRA. Fait qu'ils ils ont vraiment développé les bases, puis ensuite, il y a une compagnie qui a développé cette application-là. Fait que c'est une application sur le téléphone, mais qui a aussi un lien, en fait, avec l'ordinateur. Donc, on peut voir les résultats autant au téléphone que sur l'ordinateur, mais en réalité, non. Ce que je devrais dire, c'est que l'application, en fait, sert beaucoup plus à rentrer les données. Donc, à chaque jour, qu'est-ce que ça va servir? En fait, ça nous permet de suivre les vaches, savoir, OK, ben j'ai 75 vaches. Aujourd'hui, on est le 15 juillet. Ils sont dans la parcelle numéro 2. Et puis, ils vont passer là un jour. Et puis, le lendemain, c'est la parcelle numéro 4, etc. Donc, tout ça, on a un plan qui est rentré dans l'application. On fait le suivi du déplacement des animaux, combien de temps ils passent dans chaque parcelle. Puis, en même temps, aussi, on a une évaluation de ce qui est donné comme alimentation dans l'étable. Donc, quelle quantité de fourrage et de concentré. Puis, l'application, elle, ce qu'elle fait, c'est que à partir de ces informations-là, elle est capable de déduire quelle quantité d'herbe les vaches ont brouté, qu'est-ce qu'ils ont consommé au pâturage. Puis une fois qu'on a cette information-là, ça ouvre les portes à plein de rapports et de bilans qu'on peut faire, principalement savoir, OK, ben quel rendement on a de nos pâturages. Donc, est-ce que mon pâturage a produit 5 tonnes de matière sèche ou 8 tonnes ou 2 tonnes? Donc là, on est capable d'évaluer qu'est-ce que les pâturages produisent. On est capable aussi d'évaluer comment le pâturage est géré, c'est quoi les temps de repos, justement, comme on parlait tantôt, qu'est-ce qu'on a comme temps de repos qu'on utilise dans nos pâturages. Au niveau des vaches, qu'est-ce qu'ils ont consommé vraiment, là, donc tout un portrait là, de leur alimentation pendant l'été. Puis, bon, à partir de là, ça, c'est comme l'information de base qu'on est capable d'avoir. Puis quand on jumelle ça à un autre outil qui s'appelle l'herbomètre, donc l'herbomètre, c'est un bâton avec un plateau qui nous sert à mesurer la quantité d'herbe au pâturage directement. Donc on se promène, on doit prendre là, 40 mesures à l'hectare pour évaluer un pâturage. Ça nous donne une quantité d'herbe qui est présente dans le pâturage. Quand on jumelle ces données-là avec l'application HappyGrass, là, on est capable de faire une planification de nos pâturages, de savoir, OK, où est-ce que je dois aller dans les prochains jours, les prochaines semaines? Est-ce que j'ai assez d'herbe ou je m'en viens de plus en plus, je diminue, puis il faut que je trouve une autre solution. Donc, ça me permet vraiment de planifier la gestion du pâturage sur plusieurs semaines à l'avance, alors que quand on sert seulement de l'application, ça, c'est plus un registre, en fait, de ce qu'on fait, qui nous permet quand même d'évaluer notre gestion pour la saison. Mais fait que les deux outils, en fait, se complètent bien, autant pour savoir ce qu'on fait que pour planifier au jour le jour, à la semaine, pendant la saison de pâturage. Ça, c'est vraiment les deux outils qu'on a trouvés qui sont, jusqu'à maintenant, en tout cas, les plus pratiques pour nous donner des données, c'est le cas de le dire, sur le pâturage. C'est toujours la partie qui était difficile. On a beaucoup d'observations, mais on n'a jamais de données précises. C'est quoi nos rendements, quelle quantité d'herbe les vaches mangent vraiment, etc. Bon, avec ces outils-là, on est capable de vraiment préciser beaucoup plus de choses de ce côté-là. Ben, c'est effectivement un besoin hein, d'avoir des rapports pour se rassurer dans notre gestion, puis qu'on puisse garder une production de laitière estivale, même en pâturage, qui est convenable. Oui, oui. Ben écoute, c'est très intéressant, en tout cas, ces outils-là. Et puis, j'imagine qu'on peut, auprès de notre conseiller Lactanet, on peut faire l'acquisition d'appli. Oui, ben oui, c'est ça. Il y a différentes façons. En fait, soit les producteurs peuvent avoir utilisé l'application eux-mêmes. Sinon, la formule qu'on a mis en place depuis quelques années maintenant, c'est ce qu'on appelle des groupes de discussion de pâturage.
Donc, c'est vraiment, on jumelle en fait l'application avec cette formule-là de conseil, qui est vraiment en réalité, c'est on fait des groupes, par exemple, de 3 à 4 fermes dans une région, les voisins les plus proches possibles. Puis, on va aller voir chacune de ces fermes-là pendant la saison de pâturage, voir comment le producteur gère ses pâturages. Les collègues producteurs peuvent en apprendre, peuvent donner des conseils aussi. Moi, je suis impliqué. On a souvent le conseiller de la région aussi qui est là. Puis on fait le suivi justement avec l'application pour amener le côté plus objectif là, en termes de données. Donc, c'est la formule là, qu'on a mis en place qui permet finalement de comprendre comment on utilise l'application, puis aussi voir toutes les autres particularités là, de la gestion du pâturage. Ben, effectivement, que le partage, ça aide beaucoup à développer et à faire grandir. Oui. Ben, Euh, c'est des pratiques qu'il faut apprendre, hein, puis il n'y a rien de mieux qu'un producteur pour l'expliquer à un autre producteur. ben, effectivement. Lactanet a publié l'an dernier un guide pratique pour l'éleveur bio, produire du lait au pâturage. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Ben, en fait, c'est en plus détaillé un petit peu tout ce qu'on parle maintenant, donc un peu les avantages, les défis du pâturage. Faut toujours voir le pâturage aussi comme moi j'appelle toujours ça trois systèmes en un. Fait qu'on a on a un système de production de pâturage, de fourrage en fait. On a un système d'élevage en plein air, donc il faut gérer nos animaux à l'extérieur. Puis c'est en même temps un système d'alimentation. Donc on a ces trois chapitres, justement, du guide, où est-ce qu'on dit, ben, OK, comment on gère nos fourrages, comment on gère nos animaux pâturages, puis comment on les alimente aussi. Il y a un chapitre là, qui est spécifique pour les robots de traite. On en a discuté un petit peu tantôt parce qu'il y a vraiment des particularités là, avec ce système de traite-là pour que ça fonctionne bien avec les pâturages, il y a des choses spécifiques à mettre en place. Il y a un chapitre justement sur tous les outils, ce qu'on appelle les outils d'aide à la décision, là, donc justement l'application Apigrass, l'herbomètre. On se sert même de Profilab, qui est une évaluation, un test là, qui est fait chez Lactanet pour voir, ben OK, quand mes vaches sont au pâturage, qu'est-ce que j'ai comme profil d'acide gras dans mon lait, puis comment je peux améliorer ma gestion de pâturage en fonction de ces résultats-là. Fait que c'est les trois outils principaux là, qu'on décrit. Puis en dernier, ben, c'est vraiment un chapitre sur ce que j'appelle le retour au pâturage. Donc, quelqu'un qui s'intéresse là, à démarrer au pâturage, ben, il y a comme certaines étapes à franchir. Là. On peut pas juste ouvrir les portes comme ça, puis laisser nos animaux dehors. Donc, un peu dire qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour avoir du succès finalement dans notre implantation de pâturage. OK, ça a l'air vraiment intéressant. C'est un guide qui est disponible, en fait, qui est gratuit. Hein. Vous sélectionnez, là, vous allez chercher le guide pratique pour l'éleveur biologique, produire du lait au pâturage. Cherchez ça, on l'a sur notre site web, et sur le site web du CRAC aussi, c'est disponible pour tout le monde. Beaucoup d'images. J'ai voulu que ça soit vraiment le plus imagé possible, le moins de mots possible, mais bon, il y a quand même du texte un peu. Ben, c'est très bien. Ben, des belles informations utiles à aller chercher. Oui. Au niveau, tu sais, quand on parle pâturage, tu sais, on parle de bon lait aussi, tu sais, du lait de vache pâturage, tout ça. Côté nutrition, qu'est-ce qu'il y a à retenir de tout ça? Ben, tu vois, si on parle de bon lait, on peut parler du type de lait qui est produit quand on a des animaux au pâturage. C'est un des avantages de produire du lait au pâturage. Donc, on a vraiment le gras du lait qui est produit avec des vaches à l'herbe est une qualité plus intéressante au niveau de la santé humaine. On appelle ça les ALC, là, les acides linoléiques conjugués, mais sans trop rentrer en détail dans tout ça, ça a été démontré que comme type de gras, c'était vraiment plus intéressant. Puis le lait au pâturage en contient en général 2 fois plus là, que les laits conventionnels. Fait que c'est sûr que qualité de lait, ça c'est spécifique au pâturage. Puis après ça, ben c'est sûr que tout ce qui est cellules somatiques, mammites, etc., comme on le disait, on a moins de risques. Les animaux
sont dans un environnement plus propre automatiquement. Quand on a des pâturages qui sont bien gérés, ils se couchent sur de l'herbe, ils se couchent pas dans du fumier. Donc tout ça fait que on peut avoir des très bonnes qualités de lait en général. Puis après ça, ben si on parle de qualité en termes de, moi je le regarde toujours en termes de composantes aussi, donc gras, protéines, toutes les autres composantes du lait, ben on est capable justement de faire un lait avec les bonnes composantes, même au pâturage, mais il faut s'assurer justement qu'on a une consommation d'herbe qui est très élevée. Donc, produire du lait, que ce soit dans l'étable ou au pâturage, on produit beaucoup de lait quand on a une consommation des animaux en termes d'aliments qui est très élevée, puis c'est le même principe au pâturage. Donc, il faut vraiment offrir de l'herbe qui est jeune, il faut offrir de l'herbe aussi en quantité. Si on offre ça, ben là, on vient déjà de régler une partie du problème. Puis l'autre partie des composantes, ben comme dans le conventionnel, c'est sûr qu'il y a d'autres facteurs qui vont baisser ou augmenter nos composantes. Fait que le stress thermique, la chaleur l'été, ben, c'est la même chose. Qu'on soit en étable ou au pâturage, ben, il faut y faire attention. Il faut gérer ça. Puis il y a le côté génétique aussi qu'il faut pas oublier. Donc, d'avoir sélectionné des animaux qui sont reconnus pour produire du gras, produire des bonnes composantes, ça va avoir le même effet qu'on soit en étable ou au pâturage. Ça a été démontré aussi. La sélection génétique, l'exemple que je donne toujours, c'est en Irlande, où ils font du pâturage à l'année. C'est la seule fourrage qu'ils donnent, c'est de l'herbe. Ils réussissent à avoir des composantes aussi élevées que nous avec des troupeaux Holstein. Donc, ils ont réussi avec leur génétique. C'était un problème, mais ils ont amélioré leur génétique. Puis c'est sûr qu'ils ont une très bonne qualité d'herbe. Fait que c'est tout ça ensemble qui fait que finalement, on peut avoir, en termes de composantes, vraiment quelque chose d'intéressant, même l'été. OK. Puis, économiquement parlant, c'est sûr qu'il y en a qui vont trouver ça vraiment intéressant de Oui. savoir, tu sais, au point de vue, là, le pâturage, puis les rations, l'économie, tout ça. T'as-tu des exemples à donner là-dessus? Ouais, puis encore là, c'est des grandes lignes, puis on le voit avec les producteurs avec qui on travaille, que ça se répercute là, dans la pratique aussi. Mais on va aller, il faut toujours avoir en tête, puis en fait, la recherche aussi, les revues scientifiques l'ont démontré, les revues de littérature scientifique démontrent que, en fait, si on veut avoir des productions de lait équivalentes ou très semblables, en tout cas, à des animaux qui sont en étable, le système à mettre en place, c'est ce qu'on appelle du pâturage à temps partiel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire du pâturage à temps partiel? C'est que, oui, on donne de l'herbe, ça peut être 30%, 50%, 75% de la ration qui vient de l'herbe, mais on va avoir aussi une alimentation à l'intérieur, dans l'étable, qui va être, par exemple, une RTM, mais une RTM plus concentrée. Donc, on donne moins de fourrage, c'est sûr que en hiver, mais on va donner des concentrés quand même à l'étable. Donc, tout dépendant des objectifs de production qu'on a, on voit, moi, j'ai vu des troupeaux conventionnels avec des moyennes à 11-12 000 litres kilos de lait par vache, puis ces vaches-là, ils mangent 50% d'herbe dans leur ration. Là. Donc, mais ils ont ajusté, c'est sûr, leur ration à l'intérieur. Ils ont des concentrés en conséquence aussi. Donc, tout dépendant, c'est quoi les objectifs. Puis on le voit avec les troupeaux bio, on peut avoir des productions à 9000 kilos pour des vaches Holstein, là, je parle, à 9000 kilos relativement facilement, même plus. Donc, fait que c'est tout ça avec les normes bio qui limitent les quantités de concentrés, c'est quand même intéressant. Donc, tout ça pour dire que, en fait, il n'y a pas tellement de limites en termes de production. Il faut s'ajuster, c'est sûr, à notre système selon l'objectif qu'on a, puis nos animaux avec lesquels on travaille, mais euh, c'est de l'herbe qu'on donne d'une autre façon. Donc, oui, il faut avoir quand même une très bonne qualité d'herbe. Faut que ça soit jeune et en quantité. Puis après ça, on compense à l'étable en fonction de ça, puis on est capable d'avoir des très bons résultats. C'est vraiment pas un problème. On a plusieurs fermes qui le font.
Et puis, ça a été démontré aussi par la science avec plein de recherches. Ben effectivement, en fait, c'est que les pâturages, ben en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une gestion. Puis si c'est mal géré, ben probablement qu'il n'y aura pas les bienfaits économiques escomptés. Mais si c'est Exact. bien géré, là, par exemple, là, on peut dire qu'on est vraiment bien outillé. Oui, puis tu sais, ce principe-là s'applique à n'importe quoi, hein. Si on a, je sais pas, on s'installe une nouvelle étable stabilisation libre, puis on la gère moins, ben c'est pas la stabilisation libre qui fonctionne pas, c'est la gestion de ce système-là Mm. qui est pas correct. On peut le mettre dans n'importe quel exemple comme ça, là. Euh, Parlons du lait. Tu me disais tout à l'heure que le lait, il y avait un gras différent quand c'était du lait de vache nourrie à l'herbe. Oui, oui, OK. oui, Puis, dans le fond, mettons pour les consommateurs, oui. c'est quoi cet avantage-là, là? Ben ça, c'en est un avantage qui est pas nécessairement connu de tout le monde, mais je pense que ceux qui C'est au niveau de recherchent la ce digestion? lait-là. Ben, c'est vraiment au niveau de la santé, donc puis moi-même, je veux pas trop m'étirer là-dessus. Je sais qu'en termes, est-ce que c'était au niveau de la santé des humains, donc d'avoir ce gras-là avait des impacts, je sais plus au niveau quel système exactement, mais ça améliorait la santé d'avoir ce type de gras-là. Fait que je veux pas trop me lancer dans des affaires où je suis pas en médecine, mais il y avait vraiment, c'est reconnu vraiment comme impact là, positif. Puis je dirais qu'en général, de toute façon, pour les consommateurs, ce que eux voient, euh, c'est un petit peu, en fait, là, pour eux, l'image d'avoir des vaches qui sont pâturage, ben c'est vraiment comme une image d'animaux qui sont donc avec un niveau de bien-être qui est élevé. Ils voient des animaux qui sont en liberté, qui sont dans la nature. Pour eux, c'est naturel. Puis ça ressemble aussi aux images qu'on voit un peu partout là, sur les pintes de lait là, que tout le monde achète. Hein. C'est en général, quand on Mhm. veut montrer une image de la production laitière, c'est ce qu'on montre, des animaux au pâturage. Fait que ça, c'est vraiment je pense pour eux, la principal attrait. Puis on le voit, là, tu sais, le lait biologique ou le lait de vache nourrie à l'herbe a quand même une certaine popularité. Fait que les gens sont prêts à payer un prix plus élevé pour ce type de lait-là pour avoir cet environnement-là pour les vaches, en fait. Donc, C'est plus, mettons, si l'acheteur a les convictions, a l'intérêt d'encourager ce type de production-là, ben, il va aller vers ces produits-là, forcément. ouais, c'est ça, oui. OK. Euh, Au point de vue du pâturage, est-ce que mettons, on projette ça dans le futur, est-ce que la tendance va vers une augmentation ou une régression? Ouais, ben ça, c'est toujours faire des prédictions, c'est toujours très dangereux. Mais disons que ce qu'on peut voir, c'est il y a des tendances, en tout cas, dans les nouvelles exigences qu'on voit en production laitière, que ça soit pour le bien-être animal, la liberté de mouvement, euh, on en parlait, là, les exigences des consommateurs qui sont, en tout cas, qu'il y a un certain groupe de consommateurs qui veulent ça, toutes les exigences au niveau environnemental. Puis on a aussi des producteurs qui eux veulent vivre de leur ferme, qui veulent réduire leurs coûts aussi. Tout ça, en fait, le pâturage répond à toutes ces conditions-là en réalité. Donc, fait que pour les producteurs qui regardent ça, s'ils aiment travailler, moi je dis toujours si vous aimez travailler avec vos animaux à l'extérieur de l'étable, si c'est quelque chose qui est dans vous, qui vous intéresse, ben ça peut être vraiment une porte là, pour vous qui s'ouvre là, d'envoyer vos animaux au pâturage parce que ça va autant pour vous personnellement, ça va être satisfaisant que pour répondre à ces exigences-là qui s'en viennent. Fait que dans le futur, est-ce que ça va prendre de plus en plus de place? C'est difficile à dire, mais en tout cas, on voit une tendance pour ce genre d'exigences-là, puis le pâturage peut répondre à ça. Ben, j'espère que l'émission d'aujourd'hui va avoir éclairé des lanternes à ceux qui se posaient des questions, mais surtout, peut-être les sceptiques, peut-être que ça les aura convaincus de peut-être essayer une parcelle l'année prochaine. Qui sait? Exact. Non, c'est ça. Faut voir un petit peu qu'est-ce que ça représente. Il faut aller visiter des fermes qui font du pâturage
pour voir concrètement que c'est pas si compliqué que ça. Puis en effet, on peut commencer à tester avec des tares, avec des vaches taries, tranquillement voir comment on aime ces systèmes-là. Puis ensuite, le pâturage, on peut commencer avec quelque chose de très simple, puis bâtir souvent sur le système qu'on a mis en place, puis aller de plus en plus vers quelque chose de sophistiqué au fil des années. On n'est pas obligé d'installer ça tout à 100% dès la première année. Là. Ça peut se faire graduellement. Ben évidemment, c'est sûr qu'il faut apprendre à dompter le système un peu, hein, comme on dit. Exact. François Labelle, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission En deux traites. Ça a été, étant moi-même impliqué dans le processus, dans le pâturage, c'est une émission que je souhaitais faire, puis je suis vraiment heureux d'avoir partagé ce moment-là au podcast avec toi. Et puis, j'aurais eu, évidemment, encore d'autres questions à te poser, mais à un moment donné, toute bonne chose a une fin. Donc, oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, François. Ça me fait plaisir. Bye. C'est tout pour cet épisode d'Entre deux traites. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode sur le pâturage. J'espère que ça vous a donné des idées, des outils, ou même vous convaincre d'essayer la pratique du pâturage sur votre ferme, ou juste le petit « ouf, je suis pas le seul à me poser ces questions-là ». Si vous souhaitez goûter le lait de vache nourri à l'herbe, sachez que depuis quelque temps, les producteurs laitiers du Canada ont développé le logo de vache nourri à l'herbe, qui ressemble beaucoup au logo de la vache bleue qu'on aime tant, mais avec la couleur verte. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à partager l'épisode avec vos voisins et vos amis sur les réseaux sociaux. Merci à notre commanditaire, les producteurs laitiers du Canada, et merci à notre équipe de production, Carl Bélanger et Bruce Sargent. Merci évidemment à notre invité François Labelle. Si vous avez des questions, des suggestions, visitez la page Facebook ou du balado ou notre compte X. On se retrouve bientôt pour un autre épisode d'Entre deux traites. Profitez de l'été et à la prochaine!